Faire du 6 février, jour de l'assassinat de Chokri Belaïd, une journée nationale contre le terrorisme et l'assassinat politique. Tel est l'objet de la pétition mise en ligne par le Parti des Patriotes démocrates unifiés, aussi appelé Parti unifié des Patriotes démocrates, à l'adresse du gouvernement tunisien. Le 6 février 2013, Chokri Belaïd, un avocat de 48 ans et militant de tendance marxiste, panarabiste et farouche critique des islamistes, a été tué par balle devant chez lui. La question « qui l'a tué ?» se pose toujours 4 ans après. L'assassinat avait été attribué par les autorités aux djihadistes d'Ansar al-Sharia, une organisation classée terroriste par la Tunisie, mais qui n'a jamais revendiqué ce meurtre ni aucune autre attaque armée. La mort de Chokri Belaïd avait choqué la Tunisie et constitué un tournant pour le pays en provoquant une profonde crise politique. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Pour parler de la journée nationale contre le terrorisme et l'assassinat politique célébrée le 6 février en Tunisie, nous avons depuis Tunis, par téléphone, M. Karim Bouzouita, conseiller intergouvernemental et universitaire. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, le crime odieux perpétré contre le secrétaire général du Parti des Partis démocrates unifiés et l'un des principaux fondateurs du Front populaire, M. Chokri Belaïd, qui a été assassiné le 6 février 2013, a constitué un tournant historique dans le pays, en Tunisie. Cet assassinat a été suivi par d'autres ayant visé des militants politiques ainsi que des éléments des structures militaires et policières, des citoyens et des touristes en vue de la commémoration de cet événement douloureux et en hommage à tous les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la liberté et de la justice sociale. Il y avait eu une pétition qui avait appelé les partis politiques, les associations civiles et toutes les forces progressistes à soumettre aux organisations nationales, au Parlement et au président du gouvernement de la République tunisienne pour promulguer le 6 février, journée nationale contre le terrorisme et l'assassinat politique. Je pense que c'est une très bonne idée de marquer une journée, cet anniversaire malheureux, et de le convertir en quelque chose de positif. C'est-à-dire dans une date symbolique autour de laquelle on est tous unis, on a tous un même discours face au terrorisme. Pourquoi? Parce que finalement, le terrorisme cherche quoi? Il ne cherche pas à tuer, mais cherche à ce que tous les gens sache qu'il a tué, tout simplement. Donc c'est une guerre psychologique avant tout, le terrorisme, avant d'être une guerre militaire, parce qu'en termes de pertes militaires, ça reste toujours, en pertes humaines, ou de guerre militaire, ça reste toujours marginal. Par contre, en termes d'impact psychologique, et derrière évidemment l'impact économique et social, ça a un coût incommensurable. Donc le fait d'avoir une date comme ça, symbolique, où tout le monde est clair et on est tous sur le pied de guerre psychologique, c'est important, c'est un message très important pour les organisations terroristes et leurs bailleurs de fonds. D'accord. Et comment est-ce que la population tunisienne avait accueilli cette proposition? Je ne sais pas, c'est une question difficile parce que je ne peux pas parler au nom de la population tunisienne, donc je préfère voir ce qui arrivera plutôt. Ok, d'accord. La Commission nationale consultative des droits de l'homme considère la situation en Tunisie pour les opposants au régime et les défenseurs des droits de l'homme inquiétante. Elle avait même appelé le gouvernement tunisien à respecter ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme. C'était en 2014. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation des droits de l'homme en général en Tunisie, Karim? Alors, au niveau des droits de l'homme, nous sommes dans la bonne direction, surtout depuis les élections de 2014. D'accord. Nous sommes en train de mettre de l'ordre parce que nous ne sommes plus dans le provisoire. D'accord. Là, nous
dans le légitime qui dure. Donc les gouvernements qui ont été mis en place depuis 2014, depuis fin 2014, sont en train tant bien que mal de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc évidemment, il y a encore des violations des droits de l'homme, mais ce qui est intéressant, le gros changement, c'est que ce ne sont plus des violations de droits de l'homme, c'est plus un système d'État. C'est-à-dire l'État ne torture plus dans les prisons des prisonniers d'opinion. C'est-à-dire on a encore des cas de torture. Exactement, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, Karim. Mais ce n'est pas un système d'État. C'est-à-dire que c'est une déviation, une perversion. D'accord. D'agents de des actes isolés, en fait. Vous voulez dire, voilà, que ce sont des actes isolés. C'est pas les politiques qui demandent aux policiers de torturer, c'est plus une déviation, un d'acte de violence, hérité de comportements, bien sûr, où on se pense au-dessus des lois, au-dessus des droits humains. Mais ce n'est pas quelque chose de politique. C'est-à-dire, ce n'est pas au profit de l'État ou de celui qui gouverne, bien au contraire. Préalablement à la réunion qui s'est tenue le 5 mai 2015 entre la Tunisie et l'Union européenne, le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme a rédigé une note sur la situation des droits de l'homme en Tunisie. Un problème important avait fait surface concernant la lutte contre le terrorisme. Il s'agit du risque d'atteinte aux libertés fondamentales que celle-ci comporte, notamment la liberté d'expression par l'entrée en vigueur des lois trop répressives. Qu'en pensez-vous de tout ça, Karim? Oui, complètement. Nous sommes dans le risque, un peu ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, de tomber dans un espèce de Patriot Act complètement insensé qui finalement fera plus de mal qu'autre chose. Mais la situation est différente parce qu'en Tunisie, juste après la révolution, l'appareil de sûreté du territoire, c'est-à-dire les renseignements, ont été démantelés. Donc, et du coup, l'appareil sécuritaire a été complètement fragilisé. Et ça, c'était quelque chose de très bête, évidemment. Donc, du coup, ça a laissé proliférer les réseaux wahhabites et plusieurs mosquées se sont transformées en centre de recrutement, d'endoctrinement et de recrutement. D'accord. Et ça s'est fait au lien à la barbe des autorités. Donc, du coup, que nous mettions de l'ordre sans toucher aux libertés fondamentales, je pense que c'est toujours une équation fragile. Oui, exactement. Donc, alors, le garant que nous ne tombions pas du mauvais côté de l'équation de l'histoire, à mon sens, c'est la société civile. Qui sera là, qui veillera au grain et qui ne laissera pas les choses basculer du mauvais côté. Aujourd'hui, je pense que moi, je n'y crois pas que des lois ou l'État ou le gouvernement puissent limiter les libertés fondamentales en Tunisie. Je n'y crois pas. Parce qu'il y a une société civile très puissante, une centrale syndicale très puissante. On a une opposition aussi qui est là, qui fait son boulot comme elle peut. Très bien. Et puis, on a aussi le jeu, notre système électoral. Le parlementaire mixte, qui fait qu'il y a toujours une instabilité en termes d'alliance politique. Tout ça, en fait, pour brider les libertés, il faut un État centralisé et fort. Ce que nous n'avons plus en Tunisie, mais c'est aussi... on a les deux côtés, on a les deux versants les deux côtés de la médaille. Et on a, donc du coup, les libertés fondamentales sont structurellement très peu menaçables. On ne peut pas les menacer aussi facilement, mais en même temps, on a un État qui est encore un peu bancal par rapport à toute tentative de réforme. Je parle notamment de l'économie, de l'administration. D'accord, ok. Concernant les violences faites aux femmes, la Tunisie avait émis des réserves concernant la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Ces réserves ont été levées, mais la déclaration générale est restée en vigueur et freine le processus d'adoption de cette convention. Pourquoi, à votre avis, Karim? Alors, le pourquoi, je pense que c'est avant
rapport à la CEDAW. Après, on a aussi autre chose. On a ce fameux système parlementaire, et surtout quand nous sommes en période de réforme. Donc, on a l'impression que tout ça va très lentement. Nous ici, on a l'impression que le Parlement fonctionne vraiment au ralenti, alors que finalement, depuis 5 ans, on a beaucoup légiféré. Donc, on n'arrête pas de légiférer avec énormément de lois. Et donc, en ce moment, on a dans les bacs, on a en l'Assemblée carrément une loi organique de lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Et qui est dans le cadre, c'est-à-dire quand on l'a dit, elle découle de la CEDAW. Elle reprend tout type de violence. Oui. Et elle est très bien faite. Ça va être une révolution par rapport aux violences faites aux femmes. Et quand je dis loi organique, c'est-à-dire que c'est une loi qui est prédisposée dans la Constitution. D'accord. Et dans sa formulation constitutionnelle, elle a été très bien formulée dans le sens où l'État a obligation de résultats et non pas de moyens. Quand on a, voilà. Donc ça change la donne. Et du coup, nous allons avoir des pôles, un pôle judiciaire spécialisé dans les violences faites aux femmes. Par exemple, certains comportements, certaines violences, comme souvent dans nos pays, une femme qui vient se plaindre de violences conjugales, par exemple, oui. les policiers ont tendance à lui dire allez rentrer chez vous, faites la paix à votre mari. Alors si un policier lui dit ça, c'est 6 mois de prison. D'accord, ok. Donc on a quand même une révolution à ce niveau-là. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est de pouvoir passer en plénière et qu'elle soit votée. Et ça va changer beaucoup de choses. D'accord. Là aussi, je pense que nous sommes sur la bonne direction. Dans la bonne direction. Après, il faut toujours que la société civile fasse pression. Oui. On peut avoir une loi sur les trottoirs, par exemple, sur l'affichage publicitaire qui va passer avant. D'accord. Alors qu'il y a urgence sur ce sujet-là, sur les violences faites aux femmes. Donc, si je comprends bien, Karim, la situation des droits de l'homme en Tunisie est sur la bonne voie. Alors, ça, c'est si on compare à la période de la dictature. C'est sûr, c'est comparant au pays. Sur l'échelle historique en Tunisie, bien sûr, nous n'avons jamais été aussi bien côté droits humains. Maintenant, sur les standards internationaux, comme nous sommes en période, c'est un apprentissage aussi, les droits humains, et c'est un apprentissage qui se complique avec la donne terroriste. Et parfois, vous le savez peut-être mieux que moi, les gens eux-mêmes demandent à sacrifier leur liberté pour leur sécurité. Oui, oui. Peut-être, mais l'une ne va pas sans l'autre. Donc la donne est un peu compliquée aujourd'hui. Heureusement que depuis plus d'1 an, nous n'avons pas eu d'actes terroristes majeurs. Du coup, nous revenons, c'est-à-dire ce discours, la peur a diminué, donc on est en train de revenir sur nos bases, c'est-à-dire sur plutôt pour lutter sur la 2e et la 3e génération de droits humains, que de compter à grappiller sur la 1re génération. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup Karim de nous avoir répondu depuis Tunis, Monsieur Karim Bouzuita, conseiller intergouvernemental et universitaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.